Ouais, c'est dommage. On y va. Aujourd'hui, dans Chablaisir, le podcast, je reçois une spécialiste du tourisme, quelqu'un qui, évidemment, a une certaine notoriété dans ce monde-là et qui a vu cette notoriété augmenter il y a quelques semaines grâce à son coup de gueule face à un géant du web, TripAdvisor. Aujourd'hui, je reçois la directrice de l'Office du tourisme de Thonon-les-Bains, Julie Legros. Julie, bonjour. Et bonjour à tous, bonjour à l'équipe. J'ai bon dans tout ce que je viens de dire? Alors, spécialiste, on est toujours relativement spécialiste dans un domaine. Coup de gueule, oui, coup de gueule contre TripAdvisor, ça c'est évident. Trop, c'est trop, et là, c'était trop. Alors, avant toute chose et avant peut-être même de parler de ce coup de gueule qui a fait retentissement quand même, vous êtes de la région, vous êtes de Thonon? Je suis malheureusement du Genevois. C'est très loin, c'est au moins à la frontière des contrées. Sauvage. On dépasse Touvaine, oulala. Je suis née à Ambilly en fait. Ah ouais, mais il y a des loups là-bas, des ours, non? Il n'y a pas l'électricité pour l'instant. C'est ça, hein. C'est ça. Donc, je suis née à la frontière suisse. J'ai grandi à Ambilly. J'ai fait ma scolarité. Puis après, je suis partie faire mes études de Grenoble à Lyon. Ouais, vous avez fait quoi comme étude? Alors, j'ai eu la chance de faire un master de communication et gestion de projet. Ouais. Et puis après, j'ai travaillé avec les chercheurs du CNRS pour travailler sur les communautés tribales. Et j'ai eu la chance de développer une grande plateforme qui permettait les premières campagnes de micro-ciblage sur le web. C'était au tout début d'Internet, parce que finalement, c'était en 2007. Et on commençait à appréhender le fait d'envoyer le bon message à la bonne personne. C'était magique. C'était les années 2000. Oui, c'est ça. Voilà. Je finissais mes études, j'ai eu la chance d'être embauchée par une grande société cotée en bourse et qui s'interrogeait Côté sur... en bourse, c'est son nom? Non, cotée en bourse, je sais pas si je peux la citer en fait. Bah oui, on peut, on s'en fiche. 2LM Multimédia qui a développé EasyFlirt Rencontre et pas mal de marques blanches. Et du coup, voilà, on a eu l'opportunité de développer une plateforme d'affinité, de micro-ciblage. Ouais. On rachetait des grosses bases de données qu'on découpait en fonction des affinités des internautes et on les revendait à des annonceurs beaucoup plus chers qu'on les avait achetées, comme des pièces détachées de voitures. Mon Dieu. Et c'est quoi le rapport entre le micro-ciblage et le tribal? Il y a un rapport, non? Oui, alors les communautés tribales, c'est tout ce qu'on peut toucher de façon micro-ciblée. Dès l'instant où on a compris qu'une communauté avait les mêmes signes et les mêmes références, et on se dit que finalement, en donnant ce bon message à la bonne personne, au lieu d'en envoyer 1000 à 1000 personnes qui s'en fichent, on va en envoyer 50 ou 50 bonnes personnes. On fait des économies de routage, c'est bon pour la planète. Et Qu'est-ce en que c'est que plus, le routage? des économies d'envoi. Parce qu'envoyer un mail, ça coûte cher. Et envoyer 50 mails aux 50 bonnes personnes, ça coûte bien moins cher. Donc du coup, avant, on faisait des campagnes de masse et on est tombé sur les campagnes micro-ciblées. Donc vous êtes un bébé du web quand même. Ah, mais je suis née avec Internet, je suis née avec un ordinateur sous Linux à l'époque, que mon cousin m'avait donné. Ensuite, j'ai adoré commencer les lignes de code. J'ai toujours eu les mains un peu dans la création de sites Internet. J'adorais ça. Et puis, je me suis orientée vers la communication. On cherche un peu à ces âges-là. Et puis... C'est quel âge? J'ai eu mon premier ordinateur, je devais avoir 10 ans. Ah oui. Ouais. Oui. Donc on est dans les années 1994, l'Internet n'existe pas. Et là j'ai des jeux en fait qui m'ont encodé et que je peux lancer par ligne de code, donc c'est génial. Et c'était quoi l'ordi? Un Amiga? C'était c'était un vieux Mac, mais alors ceux qui sont vraiment des les premières... SE là, ouais, non, mais par contre reparamétré sous Linux. Un truc vraiment, mais on n'imagine même pas à quoi ça peut ressembler aujourd'hui. C'était du noir et blanc, en 2D. Ouais, mais c'était génial. C'était génial. Et alors les jeux, c'était quoi? On lançait quoi comme jeu en ligne Alors de code c'était à beaucoup l'époque? de casse-briques, du Pac-Man. C'était pas... Oui, Ouais. mais bon, à 10 ans. Hein, Du tennis aussi? Du tennis, ouais. Pong. C'était Bong. Pong. Alors, Pong, non, c'était Pong, mais on avait le casse-briques, c'était... oui, d'accord. C'était vraiment génial. Et puis après, j'ai fait mes études normalement. Et d'ailleurs, j'ai en fait une licence de philosophie, donc rien à voir avec l'informatique, mais après ça m'a manqué. Oui, voilà, ça m'a manqué après. Je suis revenue à ça. J'ai travaillé pendant donc du coup pas mal d'années avec des développeurs. J'étais dans un bureau de développeurs, j'étais chef de projet informatique, et donc chargée de faire des spécifications en allant vers les chercheurs du CNRS, vers les développeurs,
pour faire une interface intelligible en disant ce qu'ils veulent, c'est ça, mais en langage informatique. Et on a développé une plateforme super. Et puis après, j'ai voulu rentrer chez moi, au Léman. Et donc, parce que là l'histoire avec le CNRS, vous êtes où? Vous êtes basé où? À Grenoble. Ah oui, là, c'est Grenoble. J'ai fini mes études, je suis embauchée à Grenoble dans une superbe boîte, mais j'adore mon travail. Mais moche, Grenoble. Hein, un peu, hein. À Grenoble, c'est joli, mais les montagnes, le lac Léman, sauf je crois qu'il existe qu'ici en fait. Hein, le lac Léman. Ouais. Ouais, ou de l'autre côté du lac, mais enfin. Ouais, voilà, faut rentrer quoi. À un moment, faut rentrer. Je rentre. Je me rends compte qu'il y a fatalement moins d'entreprises, moins d'industries ici, hein, de grandes entreprises. Finalement, l'informatique, j'ai pas envie d'en faire non plus toute ma vie. Puis je me dis, finalement, me mettre au service d'une entreprise comme l'Office de tourisme, hein, ça peut être quand même vachement sympa dans cette région-là. Et puis, on est tout début 2010 et je rentre à l'Office de tourisme de Thonon-les-Bains. Donc, donc ça fait un moment, là, alors. Ouais, mais bon, le Botox, vous voyez, ça aide. Ouais, oui, je me disais. Ouais, c'est ça, c'est le Botox. Oui, et donc, alors, on est en 2020, oui, si ma mémoire est bonne, 2010, 10 ans. 10 ans que j'œuvre, donc on a fait énormément de choses, des choses vraiment... c'est hyper stimulant, parce qu'en fait, on est dans un grand laboratoire, assez libre, et on peut travailler sur tout ce qu'on veut. Et on se rend compte que la seule limite, c'est de faire plaisir aux visiteurs, et puis lui faciliter le voyage. Et là, avec des ressources grâce à la ville, clairement, hein, sans faire de politique, qui nous donne des ressources tout à fait confortables, on arrive à développer des projets magnifiques, hein, plusieurs sites internet qui sont précurseurs pour l'époque, hein, où je remets en place ces modules affinitaires, évidemment. Et puis après, plein de développements passionnants. On obtient 2 fois le trophée de la communication nationale pour nos sites internet. Et puis on avance comme ça, on découvre les réseaux sociaux, plein de choses. Il y a un vrai appétit quand même pour le digital depuis le départ. Ouais, alors le digital, ça sera vraiment la porte d'entrée. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais des éditions, tout ça? Est-ce que... Puis je me rends compte qu'en fait, oui, il y a quand même 3000 curistes qui viennent par an, il y a quand même des gens, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, puis eux, ils ont soif aussi de papier. Et je me dis, comment on va réinventer le papier pour que ce soit plus sympa? Alors on s'axe sur du magazine, on s'axe sur des choses plus acceptables, en tout cas en termes de tonalité, en termes d'éditorial. On va aller sur des supports intelligents, des supports qui racontent les choses. On est sur le conseil éclairé, et pas sur des annuaires comme moi j'ai découvert quand je suis arrivée à l'Office de tourisme. On avait des annuaires, alors ça disait rien parce qu'en fait d'un resto à l'autre on n'avait pas le sentiment de ce qu'on découvrait. On va se lancer sur de l'apport éditorial, on va aller chercher des vrais journalistes qui rédigent des choses pertinentes, qui vont changer un peu la manière de voir la brochure touristique, vous voyez. Oui. Et au niveau... parce que là vous allez... Julie, on voit qu'elle est dans la com, elle trace sa route, hein, et rien ne l'arrête. Vous êtes allé un peu vite sur je pense, parce que moi j'ai le temps. Hein, donc, vous êtes allé un peu vite sur vos études. J'aimerais comprendre... le bac, c'était quoi? Un bac S déjà? Non, ES, ouais. ES, donc ouais. Au niveau de l'économie. Et après, donc, vous m'avez dit, parce que ça, j'ai pas bien compris, vous êtes parti sur quel type d'études? En fait, j'avais pas trop, j'avais pas trop réfléchi à tout ça, en fait. Ouais. Et là, j'ai mon bac. Donc, je me dis, déjà... faudrait retrouver qui me l'a donné, c'est quand même dingue. Oui, on va chercher là. On va chercher, ouais. Et en fait, j'ai mon bac et je me suis inscrite nulle part, évidemment. Et, oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas post-bac. Non, il n'y a pas Parcoursup. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je travaille dans un restaurant à Ville-Lagrand. Et voilà, ça c'est intéressant, ça. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis je me dis, puis je croise une prof, puis elle me dit, alors tu vas faire quoi? Je dis, c'est la bonne question. Tu prends la matière où tu as la note la plus haute et puis tu t'inscris dans cette matière-là. Alors, c'était la philo, j'avais 19. Ah oui. C'était un peu un truc qui était assez facile pour moi. Puis je me dis, au moins, il n'y a pas de concours d'entrée en plus pour ça. Je vais faire philo. Puis je rentre dans l'amphi de philo la première année, 500 personnes. Je me dis, waouh. Donc là, c'est à la fac de Grenoble, c'est ça? Ouais, fac de Grenoble, ouais. 500 personnes. Ah, mais je suis morte. Je vais pas pouvoir m'en sortir. Et là, ils disent, soyons clairs, il y en a 20 qui vont sortir au final.
Les 10 moins bons iront travailler pour vendre des livres, hein, ce qui est un travail tout à fait honorable. Et Oui. puis, ceux qui ont vraiment de la chance pourront faire de la recherche. Et je me dis, oh là 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 là. Puis, ouais, je roule pas sur l'or non plus. Donc, rapidement, je fais un double cursus. Ah oui, voilà. Avec Infocom, en me disant quand même... Infocom, c'est quoi? Ouais. Infocom, en fait, ils ont ouvert à Échirolles, l'Institut de la com et des médias. C'est une école privée? Ah non, c'est une école publique. D'accord. Ouais, c'est Stendhal. Et c'est Grenoble 3. Et là, je me dis, bon, voilà, il faut quand même que j'assure un peu mes arrières. Donc, j'empoche une licence d'Infocom. Donc là, vous faites licence je fais philo, en même temps, licence Infocom. Donc là, il y a quoi là-dedans? Infocom, c'est vraiment les apports théoriques de l'histoire de la communication, de l'histoire des méthodes d'information. Et pour l'instant, on est jusqu'à la licence que sur de l'apport théorique un peu. Puis à votre époque, on n'est pas sur encore la technologie de l'information du tout. Non, du tout. Ouais, on est sur vraiment le théorique. Et là s'ouvre... L'ancienne IUP se transforme en master professionnel puisqu'il y a une réforme. Et il y a un master où ils prennent 10 personnes pour être dans la communication multimédia et la gestion de projet en 2 ans pour avoir un master pro. Et je me dis, il faut absolument que j'essaie de rentrer là-dedans. Et puis en fait, quand je rencontre, quand j'ai l'entretien, ça porte énormément sur les technologies et tout, donc ça se passe plutôt bien. J'avais déjà développé des sites internet parce que je travaillais pour le Grenoble Jazz Festival en tant que chargée de com, donc tout va bien. Et donc je suis prise, heureusement. Et là, en fait, on met vraiment les mains dans le cambouis. Pourquoi heureusement? Parce que 10 personnes prises, ça fait pas beaucoup, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, je suis prise, je suis super contente. Et puis là, on met les mains dans le cambouis. Donc on développe à l'époque en HTML, CSS, Lingo, parce que le Flash n'est pas trop encore à la mode. Alors là on va découper en plusieurs séquences. Donc HTML, CSS, on développe des sites internet. HTML, Hypertext Markup Language. Voilà, les sites internet de l'époque en tableau. Exactement, voilà. Après, vous avez le Lingo, donc c'est ce qui va être remplacé par le Flash, donc c'est tout ce qui concerne l'animation, l'animation sur le web. Après, on va apprendre à faire du Photoshop, de l'InDesign, donc tout ce qui est retouche d'image et mise en page, création, etc. de logos. Ouais. Et puis, on a aussi tout ce qui est finance, gestion de projet, gestion des plannings. Et là, on va commencer à s'orienter vers du management en communication. Donc, gérer des projets, gérer des équipes. Donc, c'est chargé, c'est bien chargé. Et puis... Et là, tout ce que vous faites, ça vous passionne déjà? Il y a de la passion ou vous avancez comme ça, un peu au fil de l'eau? Après, à cette époque-là, on a presque envie de tout voir, quoi. Ouais. On a envie de se dire... Non, il y avait une curiosité de votre part. Vous étiez curieuse. On avait avec nous l'école de journalisme. Alors, je me disais, c'est quand même formidable aussi de faire du journalisme. On avait l'école d'audiovisuel, d'où sont sortis énormément de réalisateurs aujourd'hui qui font des choses formidables. Et en fait, on se dit, s'orienter... c'est faire le choix d'arrêter d'étudier quelque chose. C'est renoncer. Voilà. Choisir, c'est renoncer. C'est ça, exactement. Et je suis super embêtée d'avoir à renoncer, mais il faut que j'avance, et puis il faut surtout que je trouve le métier qui va me plaire. Et chef de projet, à l'époque, ça vous branchait bien. Ah ouais. Parce que, en fait, c'est formidable de se retrouver dans un bureau avec plein de gens qui font des métiers différents, que vous devez quand même un peu coordonner quelque part en disant voilà. Donc il faut un peu connaître le métier de chacun. Oui. On ne doit pas savoir le faire, mais on doit peut-être bien le connaître. Pas au fond des choses, mais au moins savoir de quoi il s'agit. Et puis ensuite être un peu le chef d'orchestre, quoi. Ouais, calibrer le temps. On est sur une entreprise privée qui est clairement sur des intérêts financiers, et cette entreprise, elle veut pas perdre d'argent, et du coup, on a un projet qui doit sortir, qui doit être une plateforme pour vendre de la publicité micro-ciblée, et là, il faut... Parce que là, ça y est, on est déjà sorti de l'école et on est déjà dans le travail. Ça y est, on est donc dans du le coup, juste avant de sortir de l'école, cette licence de philo, c'est bon? Ouais. Vous l'avez eue? Ouais. Cette licence en Infocom, c'est bon? C'est bon, je l'ai. C'est bon, vous avez tout. Le master, je l'ai aussi. Donc pour une qui savait pas trop. Ouais, ça se passe bien. Après, moi. Et donc après, vous embrayez donc tout de suite à Grenoble dans cette boîte, la fameuse. Je vous raconte une anecdote. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand je finis mes études, je fais ma dernière saison.
Et Dernière saison saison, parce qu'en fait, moi, je travaillais pour me payer mes études. Hein. Ouais. Donc, j'étais saisonnière dans les gorges de l'Ardèche et je faisais tout ce qui était laborantine pour le tirage des photos de la descente des gorges. Super. Ouais, c'était un super métier. Bah, j'imagine. Et en fait, à l'époque, c'est des saisons qui gagnent bien, quoi. Et le soir, je travaillais dans un resto, donc j'avais du coup les deux cumulés, un super salaire. Ah oui, oui, donc les photos la journée et le soir... Le resto. Donc, j'avais un super salaire, et puis c'était génial, parce que j'étais en Ardèche, c'est magnifique et tout. Et là, je finis mes études, et la boîte dans laquelle donc, je faisais mon stage me propose le confortable salaire de 1 300 € net. Sauf que j'ai gagné 2 fois plus en Ardèche. Alors là, je vais les voir et je leur dis, le métier est passionnant. Parce que j'étais chef de projet junior, tout va bien. Par contre, les gars, moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même retourner en Ardèche faire des photos, quoi, parce que là, ça va pas jouer. Et en fait, je me dis, bon, j'ai fait tout ça, j'ai fait toutes ces études, mais il faut un moment pour gagner 1 300 payer €, les gens, quoi. ce qui normal d'essayer. Ouais. À la limite, je sais pas. Moi, je suis normal pas patron. en même temps. Moi, je suis pas patron, vous savez, donc je sais pas. J'essaye jamais, moi. Et du coup, là, je m'en vais et puis je rentre chez moi. Je me dis, bon, bah tant pis, je vais faire autre chose. Et là, il me rappelle et il me propose un salaire décent. C'est-à-dire j'ai dû commencer, c'était pas énorme, mais peut-être à 1 800 net, quoi. Oui, mais enfin, c'est mais plus... bon, quand même, je veux dire... en adéquation avec votre désir et les études. Il me semblait que c'était le travail qui était fourni, l'expertise que je pouvais apporter aussi. Et c'est l'anecdote. Et après, j'ai toujours dit de jamais se sous-vendre, de jamais... Moi, j'ai aujourd'hui 10 collaborateurs en équivalent temps plein, 15 l'été. Il est hors de question, dans une région comme la nôtre, par ailleurs, même partout, en fait, de les sous-payer. Je suis favorable, comme l'appliquent beaucoup de pays, puis là, ça sera ma seule parenthèse politique, à ce que le salaire d'un dirigeant soit pas 10 fois plus élevé que le salaire du moins bien payé. Je vois pas l'intérêt, je vois pas comment ça se justifie. Moi, j'ai envie de rentrer dans mon office de tourisme et d'avoir le regard haut en regardant les gens, en me disant, ouais, non, on est quand même sur des gens qui... peuvent payer leur loyer, puis s'octroyer 2-3 choses à côté. Et moi, j'ai pas envie d'être... il y a des fois des écarts salariales que je ne comprends pas, quoi. Enfin, voilà. On peut justifier certaines choses par la pression, par le... Voilà, mais quand même pas du simple au quintuple. Arrêtez, quoi. C'est énorme. Voilà, donc du coup, il faut être payé ce qu'on vaut, et voilà. Peu importe la région d'ailleurs, parce que j'ai dit cette région-là, mais ça vaut partout. Enfin, en Billy, on s'en fout en fait. En Billy, on s'en fout. On s'en fout, mais non, il n'y a pas d'entre. Personne vit là-bas. Personne vit là. C'est pas vrai, il y a les médiévales. Non, en Billy. En Billy, les médiévales, non, l'erreur est vite faite, mais... Oui, oui. Ça tient à 2 lettres. Oui, mais des fois, vous savez, c'est comme le salaire, ça tient des fois à 2 chiffres. C'est une époque médiévale, mais c'est pas les médiévales. Oui, d'accord. Oui, donc en fait, en Billy, il n'y a rien du tout. Ambi, non, mais on va arrêter avec Ambi parce qu'ils vont finir par croire que... donc, ok, on a bien vu que vous étiez volontaire, on l'a compris, engagé aussi. Oui, non, engagé de façon... Oui, voilà, oui, dans... En tout cas, dans ces choses un peu équitables comme ça, quoi. Ouais. Après, on est sur des générations où on fait du management de manière différente. Et moi, j'ai la chance d'être formée en management agile, dit agile. Donc, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que le tout fait quelque chose de formidable, alors que quand on essaye de fonctionner en silo, donc un qui dirige et puis qui explique aux autres ce qu'ils doivent... au bout d'un moment, déjà, on s'épuise, les idées ne sont pas illimitées, et en fait, la méthode agile permet d'avoir du design thinking, vraiment de la construction d'idées avec tout le monde, de la personne qui, à la base, est le conseiller touristique, en passant par la commerciale, la chargée du marketing, la comptable. J'ai quasiment que des femmes autour de moi, mais voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on met tout le monde autour de la table pour un projet, premièrement, il fait l'adhésion, parce qu'il est co-construit, mais en plus, accouche d'idées que fatalement toute seule j'aurais jamais eu, mais vraiment, et puis j'ai pas honte de le dire. Et puis en plus, qui est au contact du public en fait toute la journée ? Ce sont les conseillers touristiques, et ils savent quels sont les retours, donc déjà c'est une information précieuse.
Le marketing va apporter son apport de faisabilité, le commercial de rentabilité, et l'argent étant un moyen de faire plus d'actions, on arrive à optimiser. Moi, quand je suis arrivée à l'office de tourisme, on se disait, finalement, c'est du service public. Donc on est là pour rendre un service qui est financé par la ville. Je ne suis pas sûre qu'on puisse rester, et puis là on traverse une crise sans précédent, dans ces systèmes archaïques. Je pense qu'un office de tourisme peut fonctionner comme n'importe quelle entreprise, avec évidemment du service public qui doit être gratuit, mais aussi de la rentabilité. De la rentabilité sur ce qu'on vend, de la responsabilité d'argent public. Et aujourd'hui, nous, sur nos financements, quand je suis arrivée, il y avait la collecte de la taxe de séjour devait plafonner à 70 000, 80 000 euros. Aujourd'hui, on atteint les 300, 350 000 euros. Et pourquoi ça... L'automatisation, l'autodéclaration, le fait de mettre en numérique tout ça. Avant, on venait déposer son petit papier, déclarer ce qu'on avait envie de déclarer. Est-ce que expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'une taxe de séjour? En fait, quand les gens viennent, existe un impôt qui est supporté par le voyageur, les touristes, on est bien d'accord. Ouais. Pas que, mais bon voilà, les touristes viennent et on a un impôt qui leur est collecté via les hôtels et puis tous les hébergements professionnels et non professionnels, donc meublés, résidences, camping, hôtels. Cet impôt, il sert à quoi? Il faut bien se rendre compte que quand une destination comme la nôtre double de volume sur l'été, les infrastructures touristiques doivent être aménagées pour. C'est pas aux citoyens de Thonon de porter ça. C'est aussi aux touristes. Donc le touriste paye entre 40 centimes et 1,50 € par nuit et par personne pour abonder à ces développements d'infrastructures. Donc ça, c'est la taxe de séjour. C'est la taxe de séjour. Et puis, cette taxe de séjour, avant, était sur le bon vouloir de déclaration de chacun. Donc certains le faisaient très bien, et puis d'autres, non professionnels, la déclaraient plus ou moins. Moins que plus. Et du coup... Et donc là, à cette époque-là, où c'est moins que plus, c'est 80 000 euros. Ça collecte 80 000 euros par an. Ce qui est pas mal. Mais sur la base du déclaratif, moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et puis, on va mettre en place un système informatique qui va dire, une fois qu'on est enregistré, on va venir rentrer tous les mois en tant que locataire, propriétaire, hébergeur. Ouais. Tous les mois, je vais venir rentrer ma taxe. Le mail part automatiquement. Le formulaire est très facile à remplir. Combien j'ai eu de personnes, adultes, enfants, les moins de 18 ans ne payent pas. Et puis, sur cette base de déclaratif, on se rend compte que les gens n'ont pas du tout envie de tricher, parce que là, ils ont juste à remplir. Et puis, la taxe de séjour passe gentiment de 80 000, 180 000, 250 000, 300 000. Cette année, on aurait pu aller plus loin, mais bon, vu l'année ce qu'elle est, ça sera pas ça. On a été coupé en plein vol. On est fauché. Et cet argent vient directement dans les poches de l'office de tourisme. C'est l'office de tourisme qui va développer tout... Donner un plan à quelqu'un. C'est votre budget, en gros. C'est notre budget. Nous, on a 1 million de budget. Donc, c'est un une tiers partie, de notre budget. C'est une partie de votre budget. C'est hyper budget. important. Ouais. C'est hyper important d'être très rigoureux par rapport à ça. C'est hyper important d'avoir... d'avoir simplement... C'est le client qui le paye à l'hébergeur. Et l'hébergeur nous le reverse. Donc, on n'est pas en train de parler d'un impôt qui pèse sur l'hébergeur. On parle bien d'un impôt qui paye. Partout qui pèse, où il y a des touristes, partout où il y a des hôtels, il y a une taxe de séjour. C'est pas un impôt supplémentaire, effectivement. Et du coup, par rapport à vous m'avez dit un truc qui m'intéresse. L'été, c'est la population de Thonon qui double? Alors, l'été... Parce que vous avez parlé de doubler à un moment donné. Oui, c'est ça, en fait. L'été, en gros, on n'a pas les chiffres exacts, puisqu'on a les séjours en famille, les gens qui viennent chez des amis. Donc, je ne vais pas vous donner des chiffres. Non, à la louche, quoi. Mais en gros, sur l'été, la population qui est à Thonon, comme vous le savez, 37 000 personnes. Non, on ne le sait pas. 37 000, 38 000, je n'ai pas regardé les stats aujourd'hui, mais on passe à 1 million de gens qui sont soit en excursionnistes, qui passent la journée
mais surtout des gens qui passent la nuit et qui séjournent. Donc tous ces gens-là, ça crée évidemment plus de personnes qui vont profiter des infrastructures, musées, châteaux de ripaille, funiculaires, même les bus, puis les thermes évidemment, qui sont les bateaux de la CGN, nos activités, les restaurants. Quand ils sont ouverts. Quand ils sont ouverts, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Ouais. Et du coup, la saison touristique de Thonon, c'est juste l'été? Non, en fait, donc, je ne parle pas de cette année évidemment, elle est vraiment biaisée. Mais on va faire comme si... Comme si tout allait bien. Non, mais comme si cette année n'avait pas existé. Tant mieux, ça m'arrange. Donc du coup, j'ai plus 36 ans, j'ai 35 ans. Mais c'est bien ça. C'est top. Moi c'est pareil, j'ai 22 ans. Parfait. Et demi. Donc du coup... en temps normal, on va dire, Julie. En temps normal. En temps normal, on a plusieurs saisons. On a la grosse saison, donc là on va pas se le cacher, c'est l'été, c'est juillet-août. On a la chance chez nous d'être le départ de la route des Grandes Alpes. Oui. On a chaque année à peu près 500 000 personnes qui viennent faire ce départ mythique. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui consomment, mais il y en a qui passent leur première nuit ici. C'est le départ de Thonon qui va jusqu'à Menton. On parcourt à peu près 540 km et les gens adorent faire cette route en vélo, en moto, en voiture. Et on a pas mal de départs aussi en rando. On a les curistes. Les curistes, alors, c'est toute l'année. Juste, cette route des Grandes Alpes, là, son départ est où précisément? Sur la place de la mairie, c'est symbolisé au sol, une énorme rosace. Mais c'est assez récent le fait que ce soit formalisé comme ça. Oui, c'est un projet Office de tourisme Ville de Thonon. On s'était dit qu'il fallait matérialiser ce départ parce que les gens venaient. Nous, on fait les tampons du départ. Ah oui, il y a un tampon de départ. Oui, il y a un tampon de départ. Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, c'est ça, c'est des étapes. Après, après toutes les étapes, ils peuvent faire tamponner leur carte. Donc, on peut faire tamponner à l'Office du tourisme. Oui, exactement. Ouais. Récupérer sa carte déjà pour ne pas se perdre. Elle est payante? Non, offerte. Okay. Et c'est pour ça, la taxe de séjour notamment, c'est qu'on ne fait rien payer, nous, à l'Office. Donc, voilà. Et donc, vous avez formalisé le départ. Une super belle plaque en bronze d'ailleurs, qui est sur le parvis de la mairie, qui maintenant est prise en photo des dizaines de fois par jour. Et c'est formidable pour les gens parce que comme ça, ils immortalisent. Et puis nous, ça nous fait de la com quand même. Et du coup, sur cette route des Grandes Alpes, qui est quand même effectivement qui est plutôt réputée, donc ça, c'est principalement l'été. Non, les Allemands qui sont friands de cette route, eux, c'est vraiment l'automne et le printemps. C'est pour ça que l'été, c'est intenable. Hein. Franchement, il y a pas mal de cuvettes. Hein, et le soleil, quand il se met à taper en vélo, c'est faire la route des Grandes Alpes l'été. Enfin, c'est vraiment c'est dur. Non, les meilleurs mois pour faire la route des Grandes Alpes, c'est septembre, octobre. Avril, mai, juin, c'est top, quoi. Pas trop de monde sur la route. Et donc ça attire un peu de monde au départ, on va dire. Au départ, ça attire du monde. Une nuitée, 2 nuitées, mais... Une nuitée en général, un petit resto, faire des courses, bon. Et puis réparer son vélo. Parce que nous, on est labellisé Accueil Vélo. On a pas mal de magasins de cyclo qui aujourd'hui assurent un service pour qu'au départ, le vélo soit parfait. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour la route des Grandes Alpes et pour la saison d'été. Il y a quoi d'autre en saison d'été alors du coup, je dis été, mais j'imagine que ça va du printemps. D'ailleurs, elle va d'où à où cette saison estivale, on va l'appeler comme ça. Elle est très courte. Hein. En fait, elle va démarrer avec la fête du nautisme qui est le premier week-end de juin. Ouais. Et puis en gros, on a les derniers gros chiffres sur les journées du patrimoine fin septembre. D'accord. Après, on a un beau regain en octobre. Là, on va être sur un public famille à 70%. Des fois, c'est les grands-parents avec les petits-enfants, puis des fois, c'est les parents avec les enfants. Là, c'est la mise au vert. Mise au vert, c'est-à-dire Bon, on va dans les bois, on va faire des randos, un peu d'activité nautique, voile, etc. Souvent, c'est du séjour dans des résidences secondaires, on en a énormément ici. On va avoir des gens qui sont des excursionnistes, encore une fois. Donc, on a énormément de Suisses qui viennent à la journée, notamment le jeudi, pour faire le marché, profiter de... Ils viennent en bateau Oui, ils viennent en bateau. Ouais. Et c'est énorme parce qu'en fait, c'est des bateaux qui d'habitude sont vides. Ouais. Mais là, ils reviennent à 9h du pendulaire de Frontalier, et là ils sont pleins pour le coup. Ça va déverser jusqu'à 5000 personnes le jeudi sur le marché de Thonon, puis après ils se font un déjeuner, un peu de shopping l'après-midi, puis ils rentrent. Ça c'est vraiment un flux important
Le jour de la foire de Crète, c'est carrément démultiplié. Et puis, on va avoir les curistes. Donc, comme je vous le disais, eux, c'est 3 semaines. Mais ça fonctionne encore, ça, les Ah bah, c'est 3000 curistes par an. Ouais. Mais 3 semaines. Donc il reste 3 semaines. Ouais, donc c'est les cures conventionnées. Ce qu'on appelle les cures conventionnées, c'est celles qui sont remboursées par la Sécu. Et là, c'est une vraie manne parce que quand on a énormément de meublés qui se sont spécialisés là-dedans. On a des résidences de tourisme qui sont spécialisées là-dedans. Le camping qui fait des offres aussi là-dessus. Et c'est des gens qui consomment. Hein. On a calculé à peu près entre 60 et 80 euros de tickets moyens par jour pour un curiste, hors hébergement et cure. Ah ouais. Ouais. Et cette cure de Thonon, elle est bonne pourquoi ? Alors, c'est les rhumatismes, tout ce qui est rhumatologie. Non, parce que moi, j'y suis là, mais je ne sais pas. Eh ben, alors, si vous avez des troubles du transit et que vous avez envie d'en parler aujourd'hui, ou des rhumatismes, non. On peut, Julie, oui. Ouais, non, non, c'est spécialisé là-dedans. Transit et rhumatisme. Ouais, troubles de l'appareil digestif, ouais. Tout ce qui est rhumatisme. Après, les gros accidents, vous avez vraiment tout ce qui est rééducation, ça fonctionne très bien. On va avoir les enveloppements pour tous les gens qui commencent à avoir de l'arthrose, des choses comme ça. Et qui voient des vrais bénéfices dans ces cures. Ouais. Et donc, c'est 3000 curistes à peu près par an qui dépensent en moyenne, puisque c'est une moyenne, 60. Hors hébergement, entre 60 et 80 euros par jour. Ce qui est super intéressant sur cette clientèle qu'on n'a pas sur les autres, c'est que la clientèle curiste est une clientèle fidèle à 80%. C'est-à-dire qu'un curiste qui est capté une fois reviendra pour 80% d'entre eux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, une fois par an faire sa cure. 3 semaines. Ouais. Et ça, c'est facile parce qu'une fois que la conquête est beaucoup moins lourde à assurer, donc beaucoup moins cher, quoi. Puisque vous me parlez de conquête. Ouais. Non, j'ai une autre question avant. Donc là, le curiste, c'est toute l'année, lui ? Non, les cures s'arrêtent fin novembre, elles reprennent en mars, normalement, quand tout va bien. Ouais. Et après, le reste du temps, c'est tout ce qui est plutôt... alors, il reste un peu de bien-être, mais après, ils vont procéder à l'entretien et puis... du parc thermal. Du parc thermal, ouais. Et du coup, après, donc l'hiver, à Thonon, il n'y a pas de touristes du tout. Ça dépend, en fait. On a un vrai engouement pour les marchés de Noël. Donc on a quand même des gens qui viennent et qui séjournent un petit peu pour découvrir les marchés de la région. Après, on est sur des touristes qui sont pas sédentaires. Alors eux, quand ils ont posé leur valise à Thonon, ils vont jusqu'à Montreux, mais des fois ils vont jusqu'à Chamonix, ils peuvent vraiment voyager loin. Ils circulent. Ils montent peut-être faire du ski aussi. Ils montent faire du ski. Et là, on a ceux-là, et on essaye vraiment de les séduire. Nous, on est en partenariat avec Avoria depuis plusieurs années. On est porte d'entrée des Portes du Soleil. Et du coup, on incite les gens à passer leur première nuit du vendredi à Thonon. Voilà, pour être sur les pistes dès le samedi. C'est une offre marketing, ça. Ouais. Ce qui est malin. Ça s'appelle, c'est pas cher. Et ça peut rapporter gros. Je n'en sais rien. Non, voilà, c'est une offre qu'on a lancée. On s'est rendu compte que les gens, naturellement, venaient un jour avant pour éviter de faire beaucoup de routes, notamment les Parisiens, qui sont un de nos plus gros secteurs qui vient l'hiver. Et du coup, ils viennent un jour à l'avance très facilement. Dès l'instant où ils ont une offre attractive, ils dorment à Thonon, profitent de la ville, et puis le lendemain, ils sont sur les pistes. Quoi. D'accord. Et il y a du tourisme culturel, des choses comme ça à Thonon-les-Bains ou... On a du tourisme culturel. Le problème, c'est que la scène culturelle, maintenant, avec l'offre qui s'est démultipliée, Montreux, Lausanne, la nouvelle scène à Genève, c'est dur. C'est dur de faire face, même si la programmation de la Maison des Arts du Léman est vraiment de très très bonne qualité. On a une programmation vraiment qui n'a rien à envier aux grandes villes. L'offre est énorme. Et donc du coup, même si les spectacles sont souvent complets, il faut aujourd'hui batailler avec la programmation de Genève. On a beaucoup espéré sur le Léman Express que ça fasse sortir de la banlieue de Genève les gens pour venir à Thonon profiter de l'offre culturelle. On n'a pas eu le temps de voir les résultats puisqu'on a été fauchés par le Covid. Ouais, et donc sur l'offre culturelle, en fait, jusqu'alors, elle est plutôt destinée aux locaux, quoi. Enfin, oui. C'est ça. Hein. On a des Suisses, mais plutôt du canton du Valais et du Vaud, mais on n'arrive pas à avoir le... Parce que dans le Valais, il n'y a rien. Ouais. Oh non. Non, mais voilà, Genève, pour l'instant, c'est une clientèle très dure à capter. Quoi. D'accord, mais bon, vous n'avez pas pu tester le Léman Express en sens inverse. On va vraiment essayer de faire des partenariats avec eux. On les a rencontrés plein de reprises et on espère vraiment... Parce que du coup, justement, là, vous me dites, j'ai rencontré un tel, on fait des partenariats. C'est quoi
l'emploi du temps d'une directrice d'office de tourisme, il est moyen, gros cet office, petit, par rapport vous qui êtes dans le tourisme depuis... En fait, c'est un office de tourisme plutôt moyen. Ouais. On est comme 1 million de budget, 10 à 15 personnes, c'est plutôt un office de tourisme moyen. L'emploi du temps, il est fait de... il faut connaître les acteurs de la région, savoir où ils vont, ce qu'ils proposent et ce qu'ils vont faire. Le but, c'est de voir toutes les synergies qui peuvent exister pour travailler avec les bons acteurs au bon moment, toujours, et se dire que finalement, chacun a des intérêts à des moments de communiquer avec les autres. Vous êtes toujours dans l'analyse de tribu, en fait. C'est ça, voilà. Je Hein, regroupe, depuis le départ. je suis restée là-dedans. Donc on crée des marques au gré de ce qu'on a besoin de faire. Par exemple, on s'est rendu compte qu'on était assez inaudible quand on va sur les marchés nationaux, internationaux. Et là, on a sollicité Savoie Mont Blanc Tourisme pour créer la marque des lacs Savoie Mont Blanc, comme les lacs italiens, et se dire que finalement, Annecy, le Bourget, le lac Léman, le lac d'Aiguebelette, un peu moins connu, mais quand même assez magnifique, ont un intérêt à communiquer ensemble. Donc là, vous parlez de la Gouille d'Aiguebelette, de la Gouille d'Annecy, n'est-ce pas? De la Gouille d'Aix-les-Bains et du lac Léman, c'est ça? C'est ça, exactement. La mer et puis les lacs. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Alors ça, c'est pas votre emploi du temps. Je veux dire, ça nous prend énormément de temps, parce Oui, qu'en fait, dès d'accord. qu'on lance une nouvelle marque, qui est supra-tononaise, donc lac Savoie-Mont-Blanc, Léman France, pour dialoguer avec les Suisses, ou Destination Léman pour ce qui est vraiment plus du littoral lémanique, et ben, dès qu'on lance une marque, c'est des réunions, c'est la mise en œuvre, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, quels sont les moyens, la charte, les règles pour rentrer dans le collectif. Et puis après, ce qu'on fait aussi, c'est d'essayer d'être proactif auprès de nos sociopros. Ça veut dire que tous les jours, il faut qu'on essaye d'en voir quelques-uns. Parce que ce qui ressort le plus souvent, c'est « Oh, de toute façon, les offices de tourisme, on ne les voit jamais ». Alors c'est vrai que c'est dur. C'est vrai, moi à titre personnel, moi ça fait plus de 10 ans que mes locaux sont ici. C'est la première fois que je vous vois, Julie. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit. Mais en plus, moi je l'ai dit, heureusement. Parce que, donc les sociopros, vous êtes proactifs pour le coup, vous allez les rencontrer. Ce que je veux, c'est que mes sociopros se disent à la fin de l'année, l'office de tourisme a été apporteur d'affaires à hauteur de. J'ai pas envie qu'ils me disent toute la journée, j'ai la directrice de l'hôtel qui me squatte des cafés dans mon bar ou dans mon hôtel. Ah, vous avez cette réputation. Non, je l'ai pas, justement. En fait, ce que je veux, c'est que nous, notre but, c'est de créer de la nuitée touristique. Pour créer de la nuitée touristique, je ne peux pas parler aux Tononnais. En premier, il faut que j'aille chercher des gens qui vont avoir envie de se déplacer d'au moins plus de 100 ou 150 km pour venir passer une nuitée. Donc ça veut dire que la plupart de mon temps, mon emploi du temps est occupé à aller sur des marchés nationaux et internationaux pour dire aux gens « venez découvrir le Léman, venez découvrir Thonon ». Donc en fait, on s'occupe à développer des secteurs, donc avec des salons en Alsace, en Belgique, au Luxembourg. On monte jusqu'aux Pays-Bas, on va à Londres, on passe beaucoup de temps à Paris aussi avec Atout France pour dire on découvrait notre région, on fait des accueils presse. Donc les accueils presse, il faut bien imaginer que la presse, elle est à Paris, donc c'est là-bas qu'on va leur parler. Ah ouais, mais on part de loin en plus. Mais voilà, on parle à la presse, donc on essaye de faire venir des titres, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le média le plus porteur. Comment on fait venir la presse ? Journaliste, on suscite l'intérêt, la curiosité. On essaye il faut qu'on ait des hébergements d'exception atypiques, il faut qu'on ait des étoilés, il faut qu'on ait des sites culturels ou des expos qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Et quand on a un reportage sur un média mainstream type TF1, vous sortez le champagne à l'office ou... On est content parce que dès l'instant où on est sélectionné ou qu'on a une couverture médiatique, bonne ou mauvaise par ailleurs, on le voit sur les standards, on le voit sur notre fréquentation de notre site internet, ça suscite l'intérêt. Oui. Et on le voit vraiment. Là, je peux vous montrer les courbes depuis qu'ils ont annoncé le confinement. non, je plaisante. Sur mon portable, je regardais tout à l'heure. Ils ont annoncé le confinement. Notre site internet a fait une chute monumentale et plus personne ne voit notre site. Mais par contre, à l'inverse, on a un reportage sur TF1, France 2. Peu importe de quoi il parle, encore une fois. Thonon. Mais vraiment. Ah oui, peu importe. Et puis ça fait un pic. Alors, ça dure pas longtemps, mais ça fait un pic parce que voilà, ça a éveillé la curiosité de
de tout un chacun qui est devant sa télé, qui prend son téléphone, sa tablette, qui va regarder, tiens, ton nom, en fait, c'est où, comment c'est, etc. Et puis voilà, donc on a besoin. Et puis c'est difficile, alors ça se travaille toutes les années. Il faut apporter des nouvelles choses, du contenu. Sans cesse, ouais. Et là, du coup, donc ça, c'est une grosse partie de votre travail, je l'ai bien compris. Et puis, vous m'avez dit que vous étiez 15, c'est ça, à l'Office du tourisme. Donc, vous êtes directrice, donc c'est vous le chef d'orchestre aussi de ça? Oui. Donc là, il faut gérer le planning des absences, des choses comme ça ou... Ah ouais, des fois, ouais. Non, après, je veux dire, j'ai de la chance, j'ai une équipe, j'ai pas trop à les surveiller. Mais par contre, non, ce qu'il faut faire, c'est on gère comme un projet, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, il ne faut pas qu'ils aient trop de travail. Donc, on a un planning de charge, on fonctionne sous les mêmes systèmes que quand j'étais chef de projet. On a un Gantt qui dit, voilà, on a une personne... Un Gantt, donc c'est un logiciel qui permet d'affecter des ressources humaines jour après jour à des projets pour que personne ne s'ennuie. Mais en fait, il faut imaginer que dans un office de tourisme, l'été, les conseillers touristiques fonctionnent à plein. Et nous, finalement, on regarde si tout va bien, mais en général, c'est là qu'on prend nos vacances dans les bureaux administratifs. Mais par contre, une fois qu'on rentre en septembre, on ne prend pas 2 mois de vacances, je vous rassure. Ah bon? Mais une fois qu'on rentre en septembre, en fait, on va imaginer tous les projets qui vont permettre de développer la destination pour la saison d'après. Donc le travail, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que le travail de fond... en tout cas pour votre partie et une partie administrative, le travail de fond, ce qui va permettre par la suite de ramener du monde dans le coin, il est fait à contre-temps des saisons en fait. Exactement. Ouais. Il faut qu'on ait fini de sortir les produits, les outils bien avant la saison d'avant. Donc en fait, il faut que nous, mi-mai, on a terminé de sortir tous les produits et tous les outils, que ce soit édition, nouveau site internet, audio guide. Toutes les activités, parce que l'office de tourisme, c'est 60 activités par an. Qu'est-ce que c'est une activité? Sortir raquette avec fondu sous igloo, aller... faut être original. Évidemment. Sortir raquette avec fondu sous igloo. Hein. C'est pas mal, non? Chapeau. Ça, c'est pour l'hiver. Donc, après, on a tout ce qui est escapade en voilier, on a les sorties sur la barque La Savoie. On va avoir tout ce qui est visite de la réserve naturelle, ça c'est notre cœur de métier. Ça on l'organise, ça veut dire recruter des gens, ça veut dire ensuite le mettre en avant, le promouvoir, le vendre et faire en sorte que ces activités soient rentables encore une fois. Et c'est tout l'été, ça démarre même avant, juin à septembre et puis après tout l'hiver pour les sorties raquettes évidemment. Et donc du coup, on n'a pas de temps mort là-dessus. Ensuite il y a les salons, donc aller chercher des nouvelles clientèles. Ensuite, il y a les séjours d'oxygénation. Donc, essayer d'être sur les millennials, donc ces nouvelles cibles qui ont entre 15 et 20 ans, qui vont vouloir venir, qui vont découvrir la région en faisant des études de sport, en faisant des sorties avec leur club, et qui reviendront plus tard parce qu'ils ont bien aimé, comme nous, les colos à l'époque, en fait. Je suis pas connu, moi, ça, les colos, je suis trop jeune. D'accord, oui, donc, et du coup, vos congés, vous les prenez quand? Alors moi, je prends les 2 dernières semaines d'août, comme ça c'est clair pour tout le monde. C'est bien. Une semaine en octobre, ouais. Une semaine en décembre, une semaine en avril. Ça va. Si vous me cherchez, c'est bien. Non mais c'est bien, vous avez noté tous. et du coup, j'ai bien compris que l'office de tourisme était indépendant en fait. Enfin, globalement, c'est une association indépendante. Ouais, c'est une association qui fonctionne comme une petite PME. C'est une entreprise indépendante avec. Et c'est quoi vos rapports avec la politique? Il y en a pas? Est-ce que la mairie donne des grandes directions, donne des directives? Je sais pas. Tout à fait. Et en toute légitimité, la mairie qui est premier financeur de l'office de tourisme avec une subvention à hauteur de 560 000 euros, s'ajoute à ça la taxe de séjour. Donc en gros, la ville nous donne autour de 760 000 euros pour 1 million de budget. La ville est évidemment sous convention d'objectifs avec l'office de tourisme, c'est-à-dire qu'en fait, il nous donne une série d'objectifs à tenir par rapport à la subvention qu'il nous octroie. Et du coup, nous, on doit leur dire ce qu'on en fait. Donc évidemment, on est contrôlé par des commissaires aux comptes, des experts comptables, etc. Et on a un conseil d'administration qui est composé d'élus, qui est composé de socioprofessionnels et d'individuels qui viennent donner leur avis sur le développement touristique. Ou sur votre chemise.
J'ai encore jamais eu, mais j'espère pas que ça viendra. Mais non, oui, des stratégies, dans quelle direction on va. C'est assez ouvert quand même. Ah oui, il faut, mais c'est quand même, il faut pas se le cacher, la ville qui donne le là, et après nous, on essaye de mettre en place le meilleur plan d'action pour que ça colle à peu près. Non, mais ce que je voulais savoir, parce que moi je découvre votre univers, c'est voilà, s'il y avait des connexions entre une mairie et son office de tourisme. C'est important, de toute façon. Et vous me dites oui. Ouais, bien sûr, et puis des fois il nous faut des infrastructures, on leur demande. Ouais. Voilà, nous il nous manque ça, il faut qu'on essaye de trouver une solution pour le développer, le mettre en place. Et puis jusque-là, dès l'instant où les demandes sont argumentées, on a toujours... Et tout à l'heure, juste, vous me disiez, voilà, moi je suis allé, parce que je suis né là-dedans, je suis allé dans le digital à fond, les tribus, les microdata, je ne sais pas ce que vous m'avez dit, parce que moi j'y connais rien non plus. Vous savez, le micro-ciblage, etc. Et vous m'avez dit, mais par contre le papier, voilà, il n'est pas mort, et je fais des magazines, je forme de magazines, etc. Et j'ai des projets. Mm-hmm. Et je vous avais coupé à ce moment-là parce que vous alliez trop vite. Et donc, c'est quoi les projets autour de la communication et autour du papier, les nouveautés que vous voulez apporter, parce que En fait, on a pas mal de challenges assez variés. Premièrement, on va avoir besoin de beaucoup plus d'efficience sur le digital. En fait, nos espaces d'accueil, au niveau fréquentation physique, baissent de plus en plus. On a un visiteur en physique pour 10 en virtuel. Ah oui. Donc c'est un chiffre impressionnant, ça. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Du coup, c'est un devoir d'efficience sur les réseaux. Nous, on a toujours l'impression de pas d'avoir un train de retard, mais bon, quand on commence à être super bon sur Facebook et Instagram, on se rend compte qu'on n'est pas sur Snap, quoi. Ouais, puis c'est mort. Ouais. Surtout Facebook et Instagram. C'est ça. On a quand même des tribus qu'on a captées, donc il faut quand même les alimenter dessus, et puis en même temps, il y en a d'autres. Donc là, c'est clairement, il faut aller sur des campagnes blog, influenceurs, etc. Donc un service qui va travailler principalement là-dessus. Ensuite, on s'est rendu compte que oui, sur le conseil avisé, il allait falloir aller beaucoup plus loin dans la segmentation des choses qu'on donne aux gens. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous appelez un conseil avisé ? Un conseil avisé, c'est qu'en fait, il a été pendant longtemps question de savoir si un conseiller touristique devait dire à quelqu'un qui lui demande un restaurant, voici la liste des restaurants, et il y en a 150. Et démerde-toi. Et débrouille. Oui, voilà. Grosso modo. Ou alors, est-ce qu'il pouvait faire la technique de l'entonnoir pour dire, ok, qu'est-ce que vous aimez manger ? Est-ce que vous avez un chien ? Est-ce que vous voulez une terrasse ? Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous êtes vegan ? Quel est votre budget ? J'ai pas de sous. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc après, ça, c'est un conseil avisé. Ça, c'est un conseil avisé. C'est-à-dire qu'en fait, on donne l'autorisation au conseiller touristique de dire, une fois que tu as posé toutes ces questions, tu as le droit de lui donner que 2 ou 3 restaurants qui correspondent à ses attentes. Ce qui me semble assez logique. Oui. C'est ce que vous recherchez aussi quand vous voyagez. Moi, je voyage pas. C'est vrai ? Chablais lover. D'accord. Moi, je passe ma life dans le Chablais, moi. D'accord. Mais bon, un annuaire, ça fait jamais plaisir, quoi. Un annuaire ? Un annuaire d'adresse. Je sais pas ce que c'est. Donc, du coup, on change un peu notre technique là-dessus. Voilà, vous allez aller sur... Voilà. Et puis ça aussi, finalement, c'est du micro-ciblage. C'est du micro-ciblage. C'est-à-dire qu'on va avoir, maintenant, quand on va arriver à l'office, en fonction de l'heure, les brochures vont changer. C'est l'heure de l'apéro. Eh ben, on propose tout ce qui peut se faire à l'apéro, que ce soit culturel, découverte, bar. Oui, donc vous avancez quand même. Et du coup, vous côtoyez d'autres directeurs, directrices d'office de tourisme ? Ouais. Je suis administratrice de la Fédération des offices de tourisme de Haute-Savoie, donc fatalement, on se contacte presque toutes les semaines pour faire le point sur l'état de l'offre. Sur les observatoires, on a un observatoire qui nous dit exactement quel va être le remplissage pour décembre, pour les semaines à venir. On contacte tous les directeurs à côté pour dire qu'est-ce qui se passe chez toi, c'est comment cette semaine, et là il ment, bien sûr. C'est génial, c'est plein. Non, on est très francs entre nous, puisqu'en général, si on le constate chez le voisin. Et puis surtout, là, avec la crise, franchement, quand ça nous tombe dessus, et puis que je suis pas jeune, mais j'ai pas non plus tant d'années d'expérience que ça, c'est un coup de massue, quoi. On se dit, mais comment je fais, moi, avec cette histoire ? Moi, je sais faire mon métier quand tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? On s'appelle, et puis on discute, on se dit, tiens, tu laisses ton accueil ouvert,
Non, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu mets comme horaire? On va essayer d'avoir un truc à peu près cohérent sur les horaires. Et puis, non, on communique énormément. Et du coup, je le disais en préambule, c'était il y a fort longtemps, vous vous souvenez, il y a presque 1 heure, au tout début. Vous êtes un peu bastonné avec un géant de l'Internet, Ouais. TripAdvisor, En fait... qui a dit que Tonon, c'était tout pourri. Ouais. Il est fou. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait du mal. On était en train d'investir dans des grandes campagnes de communication, puis on avait du mal à redémarrer après ce gros premier confinement. Ouais. Et nous, là, on se met dans la bataille et franchement, on revient, mais armés jusqu'aux dents. On dit, là, maintenant, il ne faut pas passer à côté du mois de juin et puis il faut relancer la saison. On met sur la table, nous, 70 000 €, Savoie-Mont-Blanc, 250 000 € et on y va, quoi. Et Ouais, ça commence à faire du... Ouais, ça fait du chiffre. Oui, ça fait des beaux budgets, là, déjà. Ouais. Juste pour de la campagne de Ouais. notoriété, c'est pas mal. Ouais. Et puis, en fait, je suis alertée par 1, 2, 3 hôteliers qui me disent « Ouais, mais c'est bien de faire des campagnes, mais tu remarqueras, sur TripAdvisor, c'est marqué « Destination interdite ». Quoi? Puis, j'avais même pas vu. La honte. Quoi, Ouais, ça, c'est un destination, peu la honte, hein, par contre, j'y hein. vais pas, en fait, sur TripAdvisor. Non, je vous taquine. C'est vrai que je trouve que les contenus sont Donc, pas d'une grande qualité, donc en plus, j'y fous même pas oui, les mais pieds, quoi. vous savez, à partir du moment où on donne la parole aux gens, ils la prennent. Hein, donc, Ouais, mais avec des ouais. Mais bref, eux, TripAdvisor disent destination interdite. Destination interdite. Et là, je dis, oh, ils sont malades ou quoi? Donc, puis alors vraiment, fleur au fusil, j'ai le contact du commercial. Bon, bah, on va l'appeler, on va savoir ce qui se passe. Ah oui, je me renseigne. Et le lendemain, un bon mail tout laconique. Ouais, c'est normal, c'est ce qui correspond à votre situation. Mais non. Donc, je me dis, ah bah super, donc là, c'est David et Goliath, qu'est-ce que je fais? Et j'ai un bon carnet d'adresses, ça c'est vrai. Aha. Avec des politiques, et puis beaucoup de journalistes. Et là, je me dis, c'est pas possible, je fais un communiqué à tout le monde, tant pis. Ceux qui voudront s'en saisir, s'en saisissent, et puis voilà. Communiquer, c'est le principe. Hein, je lance le un truc. Je lance le truc. S'il y en a qui trouvent comme moi que c'est pas normal, ils s'en saisissent, et puis si c'est normal, c'est moi qui me trompe. Et là, je lance le communiqué lundi à 10h. Téléphone sonne dans l'après-midi, France Bleu Pays de Savoie, qui sont des partenaires historiques de l'OT. Voilà. France Bleu, c'est bien. France Bleu, non, mais qui sont très bien, qui sont au plus proche de nous et tout. Moi, ma belle-mère, elle écoute tout le temps France Bleu, elle adore. Ah, mais moi, je trouve que c'est de très bonne qualité. Et la preuve, c'est que la journaliste me dit, j'ai vu votre communiqué, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse une interview, vous m'expliquez un peu ce qui se passe. Ok, je lui explique ce qui se passe. L'interview se termine. Le soir, j'écoute le JT de France Bleu, puis rien. Je dis, bon, tant pis. Et puis, je rentre un peu bougon. Un peu énervé, là, quand même. Hein. Quand je rentre bougon, je bois du bourbon. Non, non, pas du tout. Je rentre un peu bougon, et puis le lendemain matin, j'étais dans la salle de bain, et j'écoutais France Inter. Et là, je m'entends. Oh, waouh! Julie Legros sur France Inter. C'est vraiment... là, il faut imaginer quand même la danse de la serviette dans la salle de bain. Et puis vous avez regretté le bourbon de la veille, parce que mal à la tête. Et là, ça a été... Et là, c'est parti. Ah ouais, ça s'est enflammé médiatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il était 7h du matin. Je suis sortie à 7h30 de la salle de bain. Et là, et donc, au niveau de la journée serviette, a commencé. On en était où? J'étais habillée. Ah oui, c'est bon. Non, parce que la danse... Et 7h30, ça a commencé. Ouais. France 2, BFM, CNews, tout s'est emballé avec... les radios derrière, la presse écrite en suivant. Et je me dis, j'ai même peur en fait pour ma vie. Je me dis peut-être que les TripAdvisor, ils ont des gens qui dézinguent en France. Et en fait, ce qui m'ennuie le plus, après dans la journée, Jean-Baptiste Lemoyne, donc le ministre du Tourisme, prend l'affaire en main. c'est monté haut quand même. Hein. Ah oui, c'est monté très haut. Et demande à TripAdvisor de tout de suite retirer ce message. Et c'est fait le mercredi matin. Et puis, donc le truc s'arrête. Presque d'un coup, autant qu'il est monté. Hein. Et puis là, j'ai une avocate qui me contacte et qui me dit bravo pour votre victoire, par contre, il ne faut pas en rester là. Quoi. Et, par l'odeur alléchée, l'avocate téléphona. Même pas, parce que je peux vous assurer que c'est vraiment pas, je pense, pour l'appât du gain, pour le coup. Mais elle me dit non, il ne faut pas en rester là, c'est une avocate de Thonon. Et là, je dis en fait, vous avez raison, parce que ça fait 4 ou 5 achoppements que j'ai en 10 ans avec eux au sujet du tourisme. Ouais. À chaque fois, on a laissé couler sur des trucs plus ou moins graves. Et en fait, là, je me suis dit non, en fait, il y en a marre. Et là, on prend le cabinet.
on paye le cabinet et on dit on va aller jusqu'au bout, on va les emmener devant les tribunaux pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils se comportent comme ça, quoi. Et du coup, ça a amené quelque chose. C'est en cours Ah bah ouais, ils ont pris enfin un conseil, donc un avocat. Ils doivent déposer leurs éléments de réponse pour le 1er décembre, puis après il y aura un procès, et puis on a demandé 150 000 €, voilà. Bon, je prends mon pourcentage. Normal. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Julie Legros, directrice de l'Office du tourisme de Thonon, pour l'avenir ? Franchement, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que très clairement, on tourne la page déjà de cette crise sanitaire et puis de toutes les autres crises qu'on a eues, parce que franchement, c'est pas drôle. Entre les crises économiques, les crises sécuritaires et les crises sanitaires, c'est vrai que notre secteur, à chaque fois, c'est le premier qui trinque. C'est la crise de nerfs. Ouais, c'est la crise de nerfs. Et ce que j'aimerais, c'est que on se relance rapidement dans notre cœur de métier, qui est de faire venir et de faire plaisir aux gens, mais qu'on change un peu nos habitudes, c'est-à-dire qu'on soit plus dans un écotourisme, quelque chose de plus durable, et puis tout le monde se fasse plaisir sur de la saisonnalité prolongée, donc qu'on se dise que c'est des destinations qui se découvrent tout le temps, au lieu de s'agglutiner le 15 août sur la plage de la Pinède. Et moi, ce que j'espère, c'est avoir que cette page se tourne et que nos sociopros, qui sont ceux qui ont plus de difficultés en ce moment, voient revenir dans leurs établissements un maximum de personnes très vite, et qu'on se dise que dès février, on relance le tourisme et on a des visiteurs et qu'on peut refaire notre métier sans demander des aides. Et que les tribus soient nombreuses. Et que les tribus soient nombreuses. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous, merci. Pour m'avoir reçu.